Bienvenue pour ce premier numéro de notre web-série sur les villes dans le monde arabe. Notre photo du jour nous amène aujourd'hui en Syrie. Elle a été prise en 2009, 2 ans avant l'éclatement de la guerre dans ce pays. On voit sur la photo des habitations informelles dans le quartier de Qassioun à Damas, la capitale du pays. Depuis le début de la guerre, le phénomène de l'habitat informel et de la bidonvillisation s'est amplifié autour des grandes villes syriennes. La guerre s'est souvent chargée de leur destruction, mais c'est aujourd'hui la question de la reconstruction qui devient une véritable arme de guerre pour le régime de Bachar el-Assad. Nous en parlerons dans ce numéro avec Valérie Claire, chercheuse à l'Institut de recherche pour le développement. Bonjour Valérie Claire, vous êtes donc chercheuse à l'IRD et membre du CESMA, le Centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques. Vous êtes architecte et urbaniste de formation et vous travaillez sur l'action publique urbaine face aux bidonvilles et quartiers informels dans les villes du Sud, en particulier donc en Asie et au Moyen-Orient. Vous avez mené un long travail de terrain en Syrie avant le début de la guerre sur les quartiers informels. Et on peut se demander qu'est-ce qui vous intéresse dans ce type d'habitat, que font-ils aux villes et que doit-on exactement comprendre par ce terme d'habitat informel? Bonjour et merci de m'accueillir, si je puis dire. Donc, en fait, je m'intéresse aux bidonvilles et aux quartiers informels dans le monde et aux politiques vis-à-vis de ces quartiers. Alors, je m'y intéresse dans le monde arabe où j'ai vécu 9 ans, 5 ans au Liban, 4 ans en Syrie, mais aussi dans le reste du monde, en Asie en particulier, au Cambodge, maintenant en Inde et en Birmanie. Et la question en fait que je me pose, mais partout, c'est pourquoi, alors que depuis plus de 50 ans, les politiques cherchent à éradiquer ce phénomène dans le monde, eh ben, ces quartiers ne cessent d'augmenter. Donc aujourd'hui, l'ONU estime qu'ils abritent environ 1 milliard d'habitants. Ça fait un habitant sur 4 des villes de la planète. Mais tout de suite, derrière cette affirmation, il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un bidonville? Qu'est-ce que c'est qu'un quartier informel? Alors, on a tous des images dans la tête, mais en réalité, la définition elle-même, c'est très difficile à établir, et c'est d'ailleurs une partie de mon travail. J'aimerais commencer en fait par ça, parce que c'est ça qui explique en fait peut-être les raisons pour lesquelles on a tant de difficultés à traiter cette question-là partout dans le monde. Alors, il y a d'abord les mots et les définitions. Il y a de nombreux débats à ce sujet. Les experts, les chercheurs cherchent à qualifier et définir ces quartiers depuis qu'ils existent. Chacun met en lumière certaines des caractéristiques. Alors, on va dire quartier irrégulier ou quartier précaire ou établissement sous-intégré ou plus récemment metropolis non-formal ou subalterne urbanism. Donc, pour travailler, moi, sur ces définitions, j'emploie le mot utilisé par ONU Habitat, Slum and Informal Settlement, que je traduis par bidonville et quartier informel. Bon, c'est pas la traduction officielle qui est taudis et établissement sauvage, mais voilà, c'est plus clair avec bidonville et quartier informel. L'ONU, d'ailleurs, n'a pas toujours employé ce mot. Il a parlé longtemps de logement inadéquat, d'urbanisation incontrôlée, d'établissements non planifiés. Mais avec les objectifs des millénaires, il s'est fixé sur le mot slum, qui veut dire bidonville, mais qui en fait regroupe l'ensemble de ces quartiers qu'on appelle aussi quartiers informels et qui sont donc moins taudis que le mot bidonville peut l'évoquer. Donc, la définition qu'ils ont donnée en 2002 pour les objectifs du millénaire, c'est donc un bidonville ou taudis, un slum. C'est une zone d'habitation contiguë où les habitants sont dotés de logements et de services de base insuffisants. Insuffisant étant évidemment un mot très relatif. Le bidonville n'est souvent pas reconnu ou pris en compte par les autorités comme une partie intégrante équivalente de la ville. Donc voilà, c'est une définition qui est très difficile en fait à appréhender. Alors, comme il s'agissait de comparer les situations dans le monde, ils ont établi des critères
des critères, donc 5 composantes ont été établies, donc bon, ça a un petit peu évolué depuis lors, mais grosso modo, c'est une insécurité de la tenure, c'est-à-dire que les gens peuvent être évincés à tout bout de champ, n'importe quand, un accès insuffisant à l'eau, un accès insuffisant à l'assainissement et aux autres infrastructures de base, une qualité de structure de logement insuffisant et du surpeuplement. Donc vous noterez le mot insuffisant qui est à chaque fois et donc qui est aussi un mot relatif. Donc, ce ne sont pas forcément des espaces construits de briques et de broc. Parfois, ils sont faits de matériaux de construction plus durs. Par exemple, dans les pays arabes, ce sont plutôt des immeubles en béton. On va le voir en Syrie, qui sont construits en béton sur plusieurs étages. Et même parfois, ils sont desservis en infrastructure. Mais en réalité, alors, ces 5 critères sont souvent utilisés comme définition, mais ce n'est pas une définition en réalité. La définition, c'est la première que je vous ai donnée. Et en réalité, cette définition, elle est utilisée nulle part. Enfin, elle est utilisée par l'ONU, elle est utilisée par ceux qui cherchent à donner une définition un peu internationale, mais en réalité, les noms ne sont jamais utilisés sur place comme ceux que je vous ai donnés. Sur place, on va parler de Mokambo, de Favela, de Colonias, de Kchukcho, de Basti, de Mukhalafat, Ashwayat. Et partout, les mots sont différents. Et partout, les définitions sont différentes. Et elles sont toujours locales. C'est-à-dire qu'en réalité, dans chaque pays, les normes et les interdictions sont différentes. Parfois, l'informalité n'est même pas définie, ce qui est par exemple le cas en Birmanie aujourd'hui. Et dans chaque pays, il y a plusieurs sortes de quartiers informels. Alors, une autre façon, ce serait de dire, on pourrait se contenter de dire, ce sont des quartiers qui sont hors les normes institutionnelles locales. Bon, pas les normes sociales, hein, je parle de normes institutionnelles, c'est-à-dire les lois, les politiques, les réglementations, mais locales, c'est-à-dire que partout, localement, c'est ceux qui sont hors les normes. Mais en fait, c'est encore insuffisant comme définition. Et donc, aujourd'hui, je vais plus loin que ça, et je dis que ces quartiers, en fait, ce sont avant tout des catégories de l'action publique locale. C'est-à-dire que ce sont les politiques elles-mêmes qui, par leur définition, je dirais, créent les quartiers comme informels. Alors, je vais m'expliquer. Les limites entre formel et informel sont floues. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est informel et qu'est-ce qui ne l'est pas? Même à l'intérieur des quartiers, il y a des pratiques formelles et des pratiques informelles. Alors, je vais prendre l'exemple de la Syrie, dont on voit à l'écran un quartier informel. En Syrie, c'est la loi qui définit l'infraction en termes de bâtiment. Alors, ce qu'on appelle infraction, c'est les mukhalafat. En 2008, c'était défini comme le bâtiment sans permis de construire ou qui ne respecte pas le permis de construire quand il est attribué. Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est que la définition change avec l'évolution des lois. C'est-à-dire, on n'a pas la même définition selon les lois. Donc, on a eu, selon les années, on a eu des lois en 56, en 60, en 2003, 2008, 2012. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les quartiers ne sont pas toujours les mêmes en fonction des lois. Bon. Deuxièmement, les quartiers informels en Syrie ne sont en réalité pas définis. C'est-à-dire que la loi désigne des infractions au bâtiment, c'est-à-dire un bâtiment sans permis de construire ou un bâtiment, comme j'ai dit, qui a une infraction, il a rajouté un étage, il a transformé son garage en magasin. Mais dans ce cas-là, on pourrait dire que 90% des bâtiments en Syrie sont en infraction. Mais alors, qu'est-ce qui va caractériser le quartier informel, le quartier qui ont des limites très, très définies, qui sont vraiment sur certains terrains et pas sur d'autres. Alors là, en fait, il n'y a pas de loi, il y a juste des pratiques, des rapports, et on parle de zones d'infraction collective. Manatek al-Mukhalafat Jamia. La deuxième chose, c'est que il faut regarder la question des quartiers informels, non pas comme j'ai des quartiers informels et je cherche à résoudre la question, le problème, si on considère ça comme un problème. En réalité, il faut voir ça d'un point de vue historique, c'est-à-dire il n'y a pas
une règle, puis des quartiers informels qui dérogent, puis des politiques qui cherchent à traiter. Mais en fait, il faut considérer qu'avant en fait, la généralisation de la planification, la généralisation des normes, la généralisation de l'urbanisme, bah, les villes, elles se fabriquaient de façon incrémentale, c'est-à-dire petit à petit, et qu'aujourd'hui, les bidonvilles se fabriquent un petit peu de la même façon. Je m'explique. Si la planification, on a d'abord un plan, une division de l'espace, une acquisition des terrains, la réalisation des infrastructures, le divisement en lotissement, la construction d'immeubles, la vente d'appartements, et puis à la fin, l'occupation par les habitants. Tandis que dans le bidonville, c'est l'inverse. Hein. On a d'abord l'occupation, puis la construction, puis une construction qui évolue, puis la réalisation, découpage des rues avec les maisons qui s'installent les unes par rapport aux autres, puis la réalisation des infrastructures, puis la régularisation, puis éventuellement l'intégration au plan. Donc quand je parle de ville incrémentale, c'est ça dont je parle. Mais en même temps, en fait, on pourrait voir l'histoire. Alors, les plans d'urbanisme, il y en a depuis des milliers d'années. Hein. Il y en avait déjà au Bronze ancien 4, l'âge du bronze. Mais en réalité, on pourrait très bien imaginer que plus enfin, c'est pas imaginer, c'est le cas, plus il y a eu des normes qui ont été mises en place, plus il y a eu des gens qui n'ont pas eu les moyens d'acheter un terrain ou de faire construire avec les nouvelles normes et qui ont continué à construire comme avant. Et donc, on se retrouve avec, en fait, finalement, deux types d'urbanisation, une planifiée, une qui ne l'est pas, et dans celle qui ne l'est pas, qui en plus déroge à tellement de règles qu'on les considère comme des quartiers informels. Et donc ces quartiers-là, ils pourraient être compris comme les politiques pourraient décider de les prendre en compte, comme ils ont pris les vieilles villes, les réhabiliter, les améliorer, assister leur développement, mais non. La plupart du temps, ce sont des espaces qui sont désignés, qui sont déterminés comme inadéquats, qui sont sélectionnés comme pas souhaitables de garder, comme alors soit c'est des bâtiments, par exemple les bâtiments en paille, on ne peut pas les conserver, ou les terrains trop petits, on peut pas garder ça comme ça. Soit ce sont carrément des quartiers, on dit qu'ils doivent disparaître comme tels. En fait, on pourrait presque dire que les quartiers informels, c'est des quartiers qui sont désignés par l'État comme devant disparaître. Quand je dis disparaître, ça peut vouloir dire être détruit et remplacé par du quartier bien formel, régulier, soit être suffisamment transformé pour qu'il respecte un minimum de normes. Alors là, sur l'image que j'ai mis, on voit bien ces deux types d'urbanisation l'une à côté de l'autre. Hein. C'est à Damas, dans le quartier de Doumar, avec le quartier informel Boustan El Riz à l'arrière. Et alors, ce que je trouve intéressant, moi, alors quand vous me posez la question, qu'est-ce qui m'intéresse? À partir de cette définition que j'ai mis du temps à comprendre, parce que j'ai longtemps pensé, il y a des quartiers, et quelles seraient les bonnes politiques à appliquer, jusqu'à ce que je comprenne que c'était les politiques elles-mêmes qui fabriquaient en quelque sorte la catégorie, qui fabriquaient la catégorie bidonville. Donc, ça interroge en fait sur qu'est-ce que c'est que l'urbain. Pourquoi est-ce que ces zones sont désignées comme finalement pas assez urbaines pour pouvoir être conservées dans la ville. Donc voilà, en fait, ça interroge vraiment sur qu'est-ce que c'est que l'urbain. Et donc aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de lire les politiques urbaines à la lumière de cette approche. Deux diapos que je voudrais vous montrer concernant les tissus urbains qui sont très proches des façons anciennes de faire la ville. Donc celles-ci, ce sont quatre quartiers informels de Damas, Tishrin, Metzé, Tabalé et Tadamoun, dont finalement les quartiers
le tissu urbain est très proche de celui de la vieille ville. Et puis, cette deuxième diapo, où on voit que finalement les processus d'installation sont assez similaires à ceux décrits dans les faubourgs de Damas au XIXe siècle. Donc, en haut, on a le même quartier qu'à Doumar et Boustan El Riz dont on a vu la photo précédemment, et dont on voit que la hiérarchie des rues, les processus de densification, en fait, sont très similaires à ce qu'on trouvait qu'on se trouve historiquement dans les villes arabes. Et en bas, dans un faubourg d'Araya, où on voit que le processus de densification dans la Routa, en fait, est assez proche, similaire à ceux décrits dans les faubourgs Damas au XIXe siècle. Bien, merci beaucoup Valérie pour votre première réponse. Dans la littérature et surtout en sociologie, on trouve souvent une juxtaposition entre l'habitat informel et la question de la pauvreté. D'un point de vue historique et aussi par vos observations de terrain, est-ce que vous diriez que l'habitat informel est toujours une expression de pauvreté ou pourrait-il être aussi révélateur d'une certaine position ou opposition politique qui sont en fait les habitants de ces espaces-là, et est-ce qu'on peut en dégager un profil type de l'habitant d'un habitat informel? Donc oui, ce sont des quartiers informels ou des espaces où se concentre la pauvreté, mais il n'y a pas que des pauvres. Il y a souvent une relative mixité sociale. Alors c'était le cas en Syrie avant 2011, quand j'y étais, mais au Cambodge, par exemple, j'ai vu des jeunes avocats, des médecins. En Syrie, il y a des étudiants, des fonctionnaires, des artisans. Et puis, comme dans certains pays d'Afrique, quand il y a 90% de la ville est informelle, 90% de la population, il n'y a pas que les plus pauvres des plus pauvres. Et d'ailleurs, ça pose la question de où est la normalité finalement, hein, quand 90% de la population est dite normale, c'est-à-dire hors de la normalité. À Damas, là, on voit vraiment que les quartiers informels sont vraiment assez étendus. Il y avait 40% de la population qui habitait dans les quartiers informels, ce qui faisait en 2009 à peu près 1,6 million d'habitants. Et on voit aussi que certains d'entre eux sont très proches du centre. Et donc, parfois, pour le même prix, il vaut mieux habiter dans un quartier informel près du centre que dans un quartier formel très éloigné. Alors, là, à ce moment-là, joue aussi, est-ce qu'on est des questions de risque? Quel est le risque que l'on prend en habitant dans un quartier informel? Mais globalement, c'est quand même la population, ce sont des quartiers précaires, des quartiers où il y a non seulement une pauvreté des gens, mais aussi une pauvreté, une précarisation due au fait que ces quartiers soient dits informels, c'est-à-dire qu'il y a le risque de se faire évincer, il y a le fait qu'on n'ait pas accès aux services et aux infrastructures de la ville. Alors, aussi, quand on dit quartier informel bidonville, donc comme je disais précédemment, on parlait on pense précarité, mais ce sont aussi des quartiers, notamment dans les pays arabes, qui sont construits en matériaux solides. Donc en Syrie, ils sont construits en béton. C'est en partie lié à une décision de Hafez al-Assad qui a interdit de détruire les maisons à partir du moment où elles étaient en dur, sans un relogement, parfois sur plusieurs étages. On le voit dans certains quartiers de montagne où on peut avoir jusqu'à 6-8 étages. Alors, ce ne sont pas non plus uniquement des quartiers de squat. Par exemple, en Syrie, on a les deux. On a plein de cas, hein, mais les deux principaux sont des squats sur les terrains publics, c'est le cas notamment en montagne, donc sur la partie droite de la photo, mais il y a aussi des gens qui achètent un terrain, donc ils sont légalement propriétaires d'une partie d'un terrain, ce sont des gens généralement qui se mettent à plusieurs pour acheter un terrain agricole, mais l'illégalité à ce moment-là est liée au fait qu'on n'a pas forcément fait la division parcellaire officiellement, donc ils n'ont pas forcément de papier, ou alors ils ont une photocopie du papier qui est commun à tout le monde. Ils n'ont pas de permis de construire puisque ce sont des zones inconstructibles.
Et donc là, ils payent en général un pot de vin le temps de construire, de même, enfin dans tous les cas d'ailleurs. Voilà. Alors, une particularité aussi en Syrie, c'est que les quartiers sont partiellement équipés en infrastructure et en services. Ça aussi, c'est lié à une décision du gouvernement qui, à l'époque socialiste, estimait que tout le monde avait droit à l'eau, à l'électricité. Alors effectivement, l'eau n'est pas... Il y a des tuyaux, mais pas toujours de l'eau dedans. Il y a des égouts, mais pas toujours, et puis souvent bouchés. L'électricité, c'est un petit peu de bric et de broc. Mais globalement, ils sont plutôt beaucoup mieux équipés que dans d'autres pays, même s'ils le sont beaucoup, beaucoup moins bien que dans les quartiers formels en Syrie. Et puis, c'est aussi une question de rattrapage, c'est-à-dire que la photo d'avant était prise dans des quartiers anciens. Ici, c'est un quartier récent, et donc les infrastructures n'arrivent que après la construction. Pardon. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, enfin moi je trouve qu'il faut vraiment insister, c'est que ce ne sont pas simplement, on parle toujours de l'habitat, c'est-à-dire que les politiques cherchent toujours à résoudre les problèmes des bidonvilles par des politiques de l'habitat, en faisant par exemple du logement social quand ils peuvent, ou en mettant en charge le ministère de l'Habitat, mais en réalité, ce sont des villes. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ce ne sont pas juste des espaces d'habitat, ce sont des espaces de production, d'artisanat, il y a de la petite production industrielle, du recyclage, il y a une réelle continuité économique avec la ville formelle, on le voit en particulier pour tout ce qui est recyclage, et puis c'est une ville qui est vraiment... j'allais dire utile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas très peu de logements vides, c'est des endroits où les logements vides et les logements d'investissement sont quasiment inexistants et les logements sont occupés. C'est aussi un espace extrême, ce sont aussi des espaces très compacts, très denses, avec une densité moyenne plus importante que dans le reste de la ville, à Damas. Et puis, un usage de l'espace public, du coup, puisque les logements sont petits, l'espace public est un espace de vie sociale du quartier. Et on a en fait des rues qui sont beaucoup plus rues que dans les villes planifiées, ou en tout cas que certaines villes planifiées, avec un tissu urbain organisé autour de la rue, de l'impasse, associé à de nombreuses interactions sociales. Alors ce sont des rues piétonnes, des rues... Pas toujours, hein. Les voitures peuvent y aller, mais les voitures peuvent aller lentement seulement. Des rues qui, du coup, sont ombragées, c'est-à-dire qu'on retrouve des qualités qu'on trouve dans la vieille ville. Et finalement, peut-être, on peut dire presque des espaces qui sont potentiellement plus durables, plus faciles à transformer en espaces durables, avec pas seulement des solutions, comme j'ai dit, économiques et sociales, mais également environnementales, puisqu'il y a aussi un usage de la verdure traditionnelle, comme les vignes en toiture en Syrie. J'ai pu le dire dans mon introduction, la guerre est venue accélérer ce phénomène de l'habitat informel en Syrie. Dans vos écrits, vous parlez même d'une informalisation des villes qui aurait eu lieu dans l'après 2011. Quels sont les facteurs qui expliquent cette évolution selon vous? Alors, en fait, il y a à la fois une augmentation et un changement de nature de l'informalisation après 2011. D'abord, en fait, dès 2011, il y a une extension des quartiers informels. Dès le premier jour, je connais des gens qui m'ont dit, voilà, la police est occupée ailleurs, mon oncle va construire, etc. Donc, dès le premier jour, les quartiers se sont développés. Et il y a eu une extension. Alors, on le voit surtout en fait
sur les images satellites, comme là, on voit entre 2009 et mai 2011, entre la première et la deuxième image, on voit l'augmentation, et puis ensuite 2012, ça continue. On le voit aussi, donc ça c'est à Douma, dans un quartier informel de Douma. On le voit aussi au sud de Damas, à Hajar el Aswad, où en 2009 et 2010, voilà, il y a une augmentation très très lente, et tout d'un coup, entre mars 2010 et mai 2011, on voit une explosion. 2011, août 2011, et puis ensuite, voilà. On a une extension des quartiers informels. Alors, la quantifier, je ne saurais pas le faire. Et puis, bien sûr, il y a une informalisation des marchés fonciers et immobiliers. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Il y a une informalisation qui est connue de l'économie de guerre, et les marchés fonciers et immobiliers sont une branche importante de l'économie. L'informalisation, en fait, est associée à ce qui apparaît être une accélération de l'urbanisation du pays. C'est-à-dire que les gens se sont massivement déplacés. Finalement, la moitié de la population du pays a déménagé pendant la guerre, parce qu'il y a voilà, il y a pas loin de 7 millions de réfugiés, de déplacés. Enfin, voilà, je reviens pas sur les chiffres, mais c'est massif. Alors, certains ont quitté les villes, mais d'autres ont été vers les villes. Et la Banque mondiale parle d'une urbanisation rapide, et même parle jusqu'à de passage de 55 à 70% d'urbanisation. Alors, je pense que c'est un petit peu difficile à quantifier, mais ça sera quelque chose à étudier qui est intéressant. Et puis, voilà, pendant la guerre, il y a une disruption des marchés fonciers immobiliers. On a évidemment la hausse des prix énorme dans les endroits sécures, la baisse des prix complète dans les endroits détruits, des transactions donc, qui explosent dans certains endroits, qui disparaissent dans d'autres, des procédures qui ont connu des interruptions, les cadastres ont brûlé, les transactions n'ont pas toutes été enregistrées selon les endroits, notamment les zones contrôlées par l'opposition, les procédures ont été invalidées, des nouvelles procédures ont été mises en place. On a aussi une recomposition des logements et des immeubles avec des divisions d'appartements, des surélévations, des extensions, des réaménagements. On a très largement une précarisation avec plusieurs ménages dans certains logements, des occupations de logements endommagés ou de logements non terminés, une suroccupation des logements, et puis surtout finalement une tenure devenue plus insécure, c'est-à-dire que on se retrouve avec des occupations illégales de logements, des squats de logements vides, de la vente de biens d'autrui, de la location aussi de biens d'autrui, et puis des intimidations, des biens saisis par la force, par toutes les parties, mais y compris par les forces gouvernementales. Bon, c'est l'effet de guerre, mais il s'agit bien, finalement, au bout du compte, de processus informels, d'informalisation. Et donc, on se retrouve avec des villes qui sont beaucoup plus informelles qu'avant. Et donc, dans la perspective d'une reconstruction, des espaces qui déjà étaient largement informels, bon, 40% à Damas, mais c'était 30% en moyenne dans les grandes villes, et qui ont été en plus largement informalisés. Et il faut rajouter à cela, pour ce qui concerne la reconstruction, que les espaces qui ont été détruits ont largement été des espaces de quartiers informels. Alors, l'habitat est largement détruit en Syrie. Un quart à peu près des logements urbains ont été endommagés ou détruits. Ça fait quand même 1,2 million de logements. Mais les quartiers informels ont été plus souvent détruits par les combats et par les bombardements, parce que plus souvent habités par des opposants pour ce qui concerne les bombardements. Il y a des chiffres qui vont jusqu'à 70%. Là encore, c'est difficile à évaluer, mais certaines personnes cherchent à le faire. Alors là, on a une carte établie par la GIZ qui montre en fait la superposition pour Alep des quartiers informels qui sont en gris et des zones détruites qui sont en rouge. Alors les zones détruites conservent principalement donc le centre donc de la vieille ville d'Alep, et puis on voit quand même des fortes concentrations dans les quartiers informels. Alors
On a aussi des quartiers qui ont été également détruits au bulldozer, aux motifs qui sont informels. Mais ça, on va le voir peut-être dans une partie suivante. Alors, comment faut-il gérer ces habitats et quelles sont les politiques publiques qui sont mises en œuvre? Est-ce que leur présence, donc la présence des habitats informels, ne montre pas finalement une incapacité des politiques à gouverner aussi l'espace urbain? Et est-ce que la présence des habitats informels ne traduit-elle pas aussi une certaine faiblesse de l'État avant tout? Alors moi, je pense que ce ne sont pas que de l'incapacité et de la faiblesse. Parce que, comme je le disais au début, ce sont vraiment des choix politiques, l'attitude face à ces quartiers. Que faire de ces espaces qui se sont ancrés dans l'informalité? Alors, sur les politiques vis-à-vis des quartiers informels, en fait, partout dans le monde, il y a deux options. Et donc, la première option, qui est en fait celle qui est presque dans la définition, faire disparaître ces quartiers, c'est-à-dire finalement détruire et reconstruire la ville formelle à la place. Et puis, l'autre option, mais qui est finalement recommandée depuis 50, 60 ans par l'ONU, qui est de réhabiliter, prendre en compte le savoir-faire des habitants, s'appuyer sur les villes qu'ils ont faites pour les réhabiliter, voire les régulariser. Et donc, cette concurrence, ouais, on peut dire que, alors, en Syrie, il y a une concurrence historique entre ces deux options, mais dans le monde, c'est vraiment, je dirais presque, à chaque génération, qu'on se repose la question, que telle option vient, qu'on passe à l'autre, puis de nouveau à la première, en fonction finalement des options politiques. Cette concurrence aussi, elle est très liée à la population qui a construit ces espaces. Est-ce qu'il faut la déplacer ou est-ce qu'il faut la laisser sur place? Alors, en Syrie, depuis les années 80, on a ces deux options qui sont simultanées. C'est-à-dire qu'on a des plans d'urbanisme qui existent pour remplacer les quartiers existants. Ici en bas, on a par exemple le quartier de Kafar Soussé qui a remplacé, en fait, qui est un quartier de logement haut de gamme, qui a remplacé un quartier informel. Donc évidemment, les habitants ne sont pas restés dans cet habitat-là. Et au-dessus, on a un quartier qui a été réhabilité, donc c'est Tabalé, la population est restée sur place, mais ils n'ont pas été régularisés. C'est-à-dire que à partir depuis les années 80 à Alep et depuis les années 90 à Damas, il y a un grand nombre de réhabilitation de ces quartiers, c'est-à-dire voilà, on met du bitume, de l'eau, de l'électricité, mais il n'y a jamais de régularisation. Ce qui fait que la menace de la destruction est toujours présente et elle se réalise peu, puisque je vous avais dit que une décision de Hafez el-Assad disait qu'il fallait donner un logement de remplacement à toute personne qui était évincée de sa maison. Mais en réalité, elle est quand même régulièrement mise à exécution, en fait, cette menace, avec des destructions, notamment pour la réalisation de grandes infrastructures. C'était le cas pour l'échangeur à Kaboun peu avant les événements. Alors, les choses changent à partir de 2000, avec de nouveau ces deux options que sont le renouvellement urbain et la réhabilitation, mais cette fois-ci, je dirais en concurrence. Pourquoi en concurrence? Parce qu'en fait, il y a des lois et des programmes qui sont lancés simultanément sur les deux options. Alors, à partir de 2000, il y a un renouvellement des lois qui concernent l'urbanisme, qui datait des années 60, 70, 80. Et ces lois ont été renouvelées, pratiquement toutes, dans deux directions principales.
avec des programmes qui leur sont associés. Alors, certaines lois et programmes vont dans le sens de la régularisation et de la réhabilitation. C'est une solution donc sociale d'acceptation de la situation, de régularisation de la situation foncière, de l'amélioration des conditions de vie. Donc, dans le prolongement des programmes d'amélioration de ces quartiers antérieurs. Alors, on a des lois comme en 2003-2004 sur la régularisation des infractions immobilières ou la construction en zone d'infraction collective. En 2008, on a 3 lois sur l'enregistrement foncier de la propriété, sur la régularisation des infractions immobilières, sur la régularisation de la propriété foncière. Et puis, il y a plusieurs programmes menés principalement par le ministère de l'administration locale, avec des experts étrangers spécialistes des quartiers informels et avec des coopérations étrangères, comme la GTZ, l'AFD, l'Union européenne avec le projet MAM, ou bien en coopération multilatérale avec Cities Alliance, comme le programme de réhabilitation des quartiers informels de Rive Damas, que l'on voit en haut à droite, ou même la mise en place d'une politique nationale de réhabilitation des quartiers informels, qui est en train de se construire à ce moment-là. Et puis, enfin, c'est ça, en 2009, 2010, 2011. Alors ensuite, on a d'autres lois, d'autres programmes qui, elles, vont dans le sens du renouvellement urbain et qui favorisent les investissements urbains. Alors l'idée, c'est de remettre à neuf aux normes, détruire et reconstruire ces quartiers, reloger les habitants sur place ou ailleurs, mais en réalité c'est plutôt ailleurs parce que sur place c'est difficile parce que c'est déjà dense et donc si on rend formel le quartier, il n'y a plus la place de mettre tout le monde avec les normes en vigueur. Alors ces plans n'ont pas été réalisés parce que les investisseurs préfèrent intervenir sur des zones non occupées et qu'il n'y a pas eu d'éviction grandes évictions de quartiers. Mais donc les lois sont quand même là, donc surtout entre 2007 et 2009, des lois de développement urbain, la loi 16 de développement et d'investissement immobilier, la loi 15, et puis 54-10 de développement urbain, et puis des programmes et plans qui sont plutôt spécifiques à Damas et ses banlieues, alors qui sont aussi associés à certaines coopérations étrangères, comme le schéma directeur réalisé avec JICA au début des années 2000, ou qui sont le fait du gouvernorat de Damas, comme une enquête topographique des quartiers en 2003, ou les detail studies en 2007, des master plans de localité. Mais donc on a ces deux mouvements qui vont en parallèle, et en fait en 2011 les choses n'étaient finalement pas complètement tranchées et les choix pas toujours aussi radicaux. C'est-à-dire qu'on avait par exemple des programmes comme le programme MAM qui favorisait une partie régularisation, une partie renouvellement urbain sur Cassioun, comme le montre la photo, l'image en bas. On avait par exemple une loi d'extension urbaine de 2001 qui permettait de réaliser des plans d'urbanisme intégrant les quartiers informels et permettant ou non leur régularisation finalement en fonction de si le plan reprend le tracé des rues existantes ou non. Donc c'est les deux petites photos que j'ai mises, vue aérienne que j'ai mises au centre de l'image, où on voit à gauche Doumar avec en superposition d'images le plan, le master plan de ce quartier, où on voit que s'il est réalisé, l'ensemble du quartier va être finalement rasé pour reconstruire complètement autre chose. Et de fait, à Doumar, ce sont des quartiers qui ont été largement détruits par la guerre. Et à droite, à Jeramana, un plan d'urbanisme donc, où on voit qu'il a été réalisé en suivant le tracé existant des quartiers y compris informel, et qui permet donc à chaque propriétaire d'immeuble de demander la régularisation parce qu'il respecte le plan d'urbanisme qui a été réalisé. Enfin, il y avait aussi des choix en suspens, avec le schéma directeur qui avait été démarré par le gouvernorat de Damas en 2009 et qui était encore en cours d'étude en 2011, et qui prévoyait une part de réhabilitation des quartiers informels et une part de renouvellement urbain sur ces quartiers. Il restait toujours finalement ces plans dont j'ai parlé pour la période antérieure, où on a des quartiers qui sont réhabilités plus ou moins, comme le quartier
qu'on voit en image satellite à gauche, et sur lesquels des plans d'urbanisme de quartier étaient réalisés, comme on voit sur l'image à droite, mais qui n'étaient pas mis en œuvre. Plan d'urbanisme qui prévoyait un quartier avec des tours et de la verdure à l'endroit de ce quartier informel. Alors, au final, finalement, si on reprend la carte des quartiers informels que je vous ai montré tout à l'heure, on s'aperçoit que selon les quartiers, finalement, il n'y avait pas les mêmes options. Sur cette carte, on voit dans les tons de rouge et rose les quartiers soit déjà expropriés, soit devant faire l'objet de renouvellement urbain, notamment par ces detail studies qui finalement avaient été abandonnés le temps de faire le schéma directeur, soit ceux qui devaient faire l'objet de réhabilitation en vert, comme vous voyez, ils sont assez éloignés du centre de la ville. L'image que vous voyez, enfin, le tracé que vous voyez, c'est le tracé du gouvernorat de Damas. Et puis, des quartiers en jaune, sur lesquels finalement rien n'était encore prévu. Alors, on constate que les quartiers les mieux placés étaient destinés à être détruits, remplacés par les projets immobiliers, et que les quelques projets de réhabilitation étaient situés en lointaine banlieue. Ceux qui sont au centre, en fait, c'était ces fameuses études lancées en 2007 et qui imposaient la rénovation urbaine, et donc qui avaient été suspendues dans l'attente de la réalisation du schéma directeur. Et que, en fait, déjà, dans le cadre du schéma directeur avant 2011, l'analyse prenait en compte, en fait, finalement, le profil social, politique de ces quartiers. Voilà. Alors, au début des événements, en 2011-2012, ce qui se passe, c'est qu'on a encore les deux options qui sont en concurrence. Et finalement, on s'aperçoit que ces options politiques sont des outils politiques. C'est-à-dire qu'en 2011, on va radicalement vers la légalisation. Dès janvier 2011, c'est-à-dire avant même le début des événements, mais ça avait déjà commencé en Égypte, il y a le gouvernorat de Damas qui se dit plutôt que de faire 40% de réhabilitation et 60% de renouvellement urbain, on va plutôt faire 60-40. À partir de décembre 2011, il y a la politique nationale de réhabilitation qui est adoptée. En mai 2012, l'annonce d'une régularisation générale. Mais en même temps, en 2012, tout bascule. Il n'est plus question de régularisation. La politique vis-à-vis des quartiers informels devient instrumentalisée dans le cadre du conflit. Justement, Valérie, j'avais aussi une question à ce sujet-là. Vous le disiez très, très justement que l'habitat informel est devenu une cible privilégiée des attaques menées par le régime de Bachar al-Assad. Vous l'avez d'ailleurs déjà écrit dès 2012 dans un article, une étude qui a été publiée par Jihad Yazici en 2017 le rappelle aussi. Qu'est-ce qui a fait justement basculer la politique urbaine dans une logique de guerre et d'élimination des opposants au régime? Et dans quelle mesure pourrait-on dire que cette fameuse loi à laquelle vous avez déjà fait référence, cette loi numéro 10 de 2018, qui privilégie le droit à la propriété, au droit du logement, est-elle aussi une certaine continuité de cette politique de la spoliation que mène le régime de Bachar al-Assad? Ouais, alors en fait, quand au début je vous disais que qu'une des façons finalement de traiter les quartiers informels, c'était de les faire disparaître, donc soit par la réhabilitation, soit par la destruction, c'était complètement lié aussi à sa population. C'est-à-dire que quand on fait du renouvellement urbain, ça déplace la population. Quand on réhabilite, ça conserve la population. Mais là, en fait, on a un vrai parallèle entre les politiques urbaines et finalement les logiques de guerre. C'est-à-dire que
le régime va utiliser des politiques urbaines pour aller dans le sens de ce qu'il souhaite, c'est-à-dire évincer des personnes de leur quartier. Alors, dès 2012, en fait, il y a plusieurs lois qui sont passées et qui sont instrumentalisées dans le cadre du conflit. Alors, on a en plus des bombardements, la nature des quartiers informels qui est déjà un argument pour les démolir et les reconquérir. Alors, on a en 2012 un nouveau décret qui redéfinit en fait les quartiers informels, où il est question d'éliminer tous les nouveaux bâtiments en infraction. On a aussi des lois antiterroristes qui confisquent les immeubles, les biens meubles et immeubles en cas d'actes terroristes. Et on a ce fameux décret 66 de 2012 pour le renouvellement urbain des quartiers informels et qui se situe sur ce cercle. En fait, c'est un décret qui reprend une des Detailed Studies de 2007 qui avait été suspendue le temps du schéma directeur et qui finalement est mise en œuvre. Alors, pour ce qui concerne les destructions des quartiers informels, on le voit sur les photos satellites. Donc là, c'est après, c'est en 2013, 2014, 2015. Pour ce qui concerne le décret donc 2006, c'est ce que je vous disais, il s'agissait donc d'un Detailed Studies de 2012, mais ça correspond aussi, quand on regarde les journaux de l'époque, aux zones qui étaient bombardées. Et l'idée, c'est de réaliser, maintenant, ça ne s'appelle plus la Detailed Studies, ça s'appelle Marota City, pour réaliser un quartier haut de gamme. Donc, le système qui est pensé, c'est un système qui est à cheval, qui ressemble à d'autres systèmes de reconstruction, c'est-à-dire les propriétaires des terrains sont expropriés, ils doivent être indemnisés. Les indemnités d'expropriation dans ce type de projet sont assez sous-évaluées et sont souvent considérées comme injustes. Donc, il n'y a pas de relogement des habitants, ne serait-ce que temporaire, qui était prévu, alors qu'on était quand même dans un contexte de pénurie de logement. C'est une compagnie holding détenue par le gouvernorat de Damas. La reconstruction se fait par les financements privés. Et il y a des annonces comme quoi d'autres zones seront concernées, comme à Jobar, qui est aussi une zone connue pour son opposition au régime, et qui faisait également l'objet d'un detailed study. Et donc, il y a eu beaucoup de réactions à ce décret en 2012 en disant, mais en réalité, il s'agit rien moins que de l'éviction de gens aux motifs qui sont informels, mais surtout parce qu'ils sont opposants. Alors, dans la ligne des politiques de 2012, on a ensuite énormément de lois en fait qui sont passées depuis 2012 et jusqu'à aujourd'hui. Donc sur les quartiers informels, une nouvelle catégorisation entre le renouvellement et la réhabilitation. Sur le renouvellement urbain, il y a plus de 45 lois et décrets sur ce qu'on appelle le housing and land property, des lois sur les holdings, sur les transactions, sur la gestion des débris après démolition. Et puis, il y a cette fameuse loi 10 de 2018 qui est en fait une extension du décret 66. Alors, c'est l'objectif de cette loi 2018, c'est d'utiliser ce qui avait été mis en place pour cette zone que l'on voit à l'écran et qui commence à être mise en œuvre, là, qui est donc dans l'espace du décret 66. Donc le ministère de l'administration locale
peut déterminer n'importe quelle zone informelle ou détruite, ou les deux, informelle et détruite, pour la reconstruction. On se retrouve de nouveau avec un transfert de la propriété des gens. Les gens récupèrent des actions. Alors, ça pénalise ceux dont la propriété n'était pas enregistrée ou qui ne peuvent pas le prouver. Bon, je ne rentre pas dans les détails, il y a eu énormément d'écrits sur la question, sur la difficulté pour ceux qui sont à l'étranger de faire valoir leurs droits, le temps imparti pour venir faire valoir ses droits, la nécessité de prouver sa propriété et la difficulté quand ce sont des quartiers informels, justement, de prouver sa propriété puisque c'est justement le propre des quartiers informels de ne pas avoir les papiers à jour. Il y a de facto un remplacement de la population parce que même ceux qui avaient un petit terrain et qui pouvaient prouver la propriété, en réalité, ça correspond à quelques actions qui ne permettent pas d'obtenir un appartement, puisque l'idée, c'est d'avoir quelque chose de meilleure qualité. De plus haut de gamme comme bâtiment. Et donc, de fait, un certain nombre de personnes ne pourront pas retrouver leur logement à cet endroit-là. Et puis, de toute façon, le quartier lui-même aura disparu en tant que tel. Et puis, on a une sorte de déplacement aussi. Avant, c'était des quartiers avec plein de petits propriétaires, mini-propriétaires. Ça devient des quartiers qui deviennent la propriété de holding ou bien de grandes compagnies, d'investisseurs. Donc, on a un changement, on a de facto un remplacement de la population, on a un remplacement du type de propriété, on a un remplacement de catégorie sociale. Et puis, aussi, il y a la gouvernance de ces espaces qui devient privée, c'est-à-dire qu'il y a des holdings qui sont créés pour gérer ces espaces et qui sont faites par les municipalités, mais dont les sous-traitants sont privés. Donc, on a une privatisation de la gestion de ces espaces. Alors, toutes ces critiques qui ont été faites sur le fait que finalement, c'est une façon de pousser hors de ces espaces urbains des habitants qui sont indésirables pour le régime, finalement est complètement assumée par le gouvernement, par le régime, puisqu'il dit, mais bon, ce sont généralement des quartiers dans lesquels des opposants habitaient, et il dit, mais la patrie n'appartient pas à celui qui y habite, elle appartient à celui qui la défend. Alors évidemment, quand on dit qu'il la défend, c'est au sens où qui défend le régime. On a vraiment une utilisation de l'urbanisme et de l'urbanisme sur les quartiers informels, parce qu'on a quand même la loi phare, une loi phare, même si elle est peu mise en œuvre, de la reconstruction, qui est finalement conçue sur un décret mis en place pour traiter la question des quartiers informels. Merci beaucoup Valérie, vous le disiez juste à l'instant, la question de la reconstruction, elle est aujourd'hui largement débattue. Beaucoup de personnes, y compris dans les institutions internationales, disent néanmoins qu'il n'est pas possible de penser la reconstruction en Syrie tant qu'une solution inclusive n'ait pas été trouvée au conflit. Comment vous vous situez dans ce débat, vous qui étudiez l'habitat? La reconstruction doit-elle avoir lieu selon vous? Et si oui, comment? Il y a une chose qu'il faut dire et qu'on ne dit pas assez, je pense, c'est qu'est-ce qu'on met derrière le mot de reconstruction. On ne peut pas utiliser ce mot comme on l'a utilisé en Europe, par exemple. Quand on parle du plan Marshall, le plan Marshall des Américains pour aider l'Europe a été discuté au moment d'un traité de paix en 1947, était destiné à toute l'Europe, vainqueurs et vaincus. Quand en France, en Europe, on pense reconstruction, on associe cette reconstruction à une paix, à une réconciliation, à une reconstruction pour tous. Or, ce n'est pas du tout le cas en Syrie. Il n'y a pas de paix,
il n'y a pas de réconciliation en vue. La guerre est toujours là, à Idlib en particulier. Et donc, le mot reconstruction ne peut en rien faire référence à ce type de reconstruction. Alors, du coup, évidemment, il n'est pas question il n'est pas question du coup de penser solution inclusive, puisqu'il n'y a pas de paix, la reconstruction n'est pas pensée pour tous, elle exclut explicitement, comme je viens de le dire juste avant, les perdants. La reconstruction, elle dépend de rapports de force, pas de vœux pieux extérieurs. Donc là, il s'agit d'une reconstruction en temps de guerre. Ça existe, hein, les guerres sont ponctuées de reconstruction, soit individuelles, soit du gouvernement. Des plans de reconstruction ont lieu en Syrie depuis 2012. D'ailleurs, le décret de 66, ça a pour but la reconstruction aussi. Mais même des schémas directeurs à Londres ou Beyrouth ont eu lieu pendant la guerre. Enfin, et puis, il y a alors, des reconstructions actuellement, mais quand on parle de reconstruction, alors la reconstruction que prépare la Syrie actuellement est de plus grande ampleur parce qu'il y a moins de combats, le régime a repris des territoires, notamment les territoires détruits, et les entreprises attendent de pouvoir entamer des travaux. Mais oui, il y a plus, disons, il y a moins de combats, mais c'est une reconstruction en temps de guerre. Donc, quand j'ai écrit à propos ou que j'ai dit tout à l'heure à propos du décret 66 de 2012 que l'urbanisme était utilisé comme une arme de guerre, je pense qu'on peut considérer qu'une partie de la préparation actuelle de la reconstruction est aussi une arme de guerre qui n'est pas terminée, en fait. C'est en fait destiné à achever cette reconquête du régime sur des zones informelles. Alors, je suis peut-être un petit peu... enfin, je dis les choses de façon assez tranchée, mais si on regarde, la reconstruction concerne largement les zones informelles et les zones détruites. Donc, dans les cas très largement celles des opposants, bon, il y a des zones gouvernementales qui ont été détruites, mais de moins grande amplitude. Et je pense que, en tout cas, les outils d'urbanisme ne sont pas là pour faire revenir ceux qui sont à l'extérieur, pour faire revenir les opposants dans leur maison. Les lois, au contraire, on voit plutôt des lois qui empêchent les opposants de récupérer leurs biens, de revenir dans leur maison, qui favorisent un changement de population et de propriété foncière. Voilà, c'est explicite, c'est répété. Donc c'est ce que disait, c'est cette phrase de Bachar el-Assad qui apparaît à l'écran. Alors ça, c'est la reconstruction annoncée. Mais en fait, elle va être assez difficile à mettre en place parce qu'elle nécessite de nombreux investissements. Mais je veux dire, elle donne le ton. Je pense qu'on ne peut pas avoir des vœux pieux, et il faut voir la situation comme elle est. Mais il faut aussi voir que il y a d'autres types de reconstruction actuellement, des programmes de l'ONU à petite échelle, des ONG qui agissent et reconstruisent, réparent. Hein. Ils parlent plutôt de réparation plutôt que de reconstruction. Ce que j'aimerais dire aussi sur la reconstruction, une deuxième chose, c'est revenir sur ce parallèle entre quartier informel et reconstruction sur lequel en fait j'ai bâti cette présentation. Parler de reconstruction des quartiers informels, ça a un petit côté absurde, puisque ce sont des quartiers qui, dans l'esprit des dirigeants, en tout cas des dirigeants actuels, devaient être détruits ou en tout cas devaient disparaître. Donc, s'attaquer à cette aporie est intéressant. Finalement, l'étude des quartiers informels sert à comprendre la reconstruction. Moi, je pense aussi que la reconstruction en Syrie permet de mieux comprendre les logiques des politiques face aux quartiers informels, parce qu'elles en sont un cas extrême. Alors,
on a vu donc depuis le début de cette présentation que en Syrie le lien était fort entre ces deux catégories de l'action publique que sont les quartiers informels et la reconstruction. Ce sont des espaces, les espaces à reconstruire sont largement informels, les instruments législatifs mis en place ont été initialement conçus pour traiter les quartiers informels. On a les deux cas, mais on a aussi les deux cas, en Syrie comme ailleurs d'ailleurs, pour l'action publique. C'est-à-dire que si on considère que les quartiers informels sont construits de manière inadéquate, inadéquat étant relatif, ou que finalement les zones endommagées ou détruites sont inadéquates pour vivre. Dans les deux cas, les définitions de inadéquat elles sont laissées à la discrétion des décideurs, mais dans les deux cas, y a toujours cette idée que raser, reconstruire du neuf, ça implique, ça permet finalement, ça permet de refaire, ça permet de chasser l'inadéquat. Mais en fait, dans les deux cas, on a toujours cette opposition. Est-ce qu'on conserve et on répare, ou est-ce qu'on détruit, on rase et on reconstruit? Après la Première Guerre mondiale, au Havre, on a rasé, on a reconstruit autre chose. À Varsovie, on a aussi pas mal rasé, mais en tout cas, on a reconstruit comme c'était avant, c'est-à-dire avec les mêmes tissus urbains, les mêmes types de bâtiments. Donc on a finalement dans la catégorie quartier informel ou dans la catégorie reconstruction le même type de pensée sur comment reconstruire l'urbain. Donc conserver l'existant, comme j'ai dit, ça permet en outre de conserver les gens sur place. Raser, reconstruire ce neuf, ça implique le déplacement de la population. Et aujourd'hui en Syrie, c'est ce choix-là qui est fait. En tout cas explicitement, même si dans les faits, on a aussi des réparations. Mais je pense que ça constitue aussi une étape dans l'histoire des politiques vis-à-vis des quartiers informels en Syrie. C'est-à-dire qu'avant le conflit, il y avait la possibilité pour les gens de ne pas se faire évincer, tandis que là, aujourd'hui, il y a vraiment ces lois qui sont conçues pour passer à un renouvellement urbain plus facilement. Et tout cela fait appel, dans les deux cas, à des représentations sur l'urbain et en particulier sur le foncier qui gouvernent les choix de l'action publique. D'abord, la question des droits fonciers. À qui appartient la terre? Alors, est-ce que les droits appartiennent à celui qui a des titres qui sont donnés par les institutions en place, les propriétaires, etc. Ou bien finalement, est-ce qu'il faut donner des droits à celui qui s'est installé là? Alors voilà, peut-être pour raison de guerre, qui occupe la terre, qui a peut-être squatté, mais finalement, la question après-guerre ou après-quartier informel, elle est la même. Qui a le droit à la terre? Donc, c'est aussi en lien avec le droit à la ville. Et d'ailleurs, le droit de propriété évolue souvent à l'occasion des guerres. Alors, en Syrie aujourd'hui, on va clairement vers un renforcement de la propriété foncière. Il faut prouver qu'on a des titres. Donc, on a un choix qui est fait. Et probablement, on va avoir, au bout du compte, potentiellement, une grande transformation de la structure de la propriété foncière en Syrie, puisqu'il est possible finalement de prendre des quartiers entiers et d'évincer tous ces petits propriétaires pour les remplacer par des actions, des holdings, etc. Deuxième, donc ça c'est les droits fonciers. Deuxième, c'est la question de la valeur foncière. Qu'est-ce qui donne la valeur au foncier? Qu'est-ce qu'on considère comment on considère la valeur du foncier? Est-ce que
le foncier a une valeur financière qui est déterminée par les droits à construire, par la localisation, ou est-ce que le foncier, sa valeur, elle est sociale, c'est-à-dire elle a de la valeur parce qu'elle est capable de loger des gens, parce qu'elle elle abrite des logements, des habitants, elle permet l'accès à la ville. Ça aussi, c'est aussi une question qui gouverne à la fois la réflexion sur les quartiers informels, mais qui peut aussi gouverner celle de la reconstruction. Là, pour l'instant, en Syrie, on parle plutôt effectivement d'investisseurs et de comment de remplacer la valeur d'une propriété par des actions. Donc, on est dans la valeur financière. Troisième point, c'est la question de la territorialité. En fait, dans la guerre, c'est évident, on doit reconquérir des terrains, mais pour les quartiers informels, en réalité, les politiques ailleurs dans le monde, il y a toujours cette idée qu'il faut préserver son soutien politique ou conquérir des quartiers par les politiques urbaines en fonction des positions politiques de ses habitants. Alors, faut-il rester dans cette logique ou pas? Donc là, on est en temps de guerre, donc oui, effectivement, c'est ce qui se passe. Et puis enfin, le quatrième point, c'est la question technique, mais qui est aussi très liée à l'usage que l'on souhaite, que l'on rêve. Quel type de ville on veut construire ou reconstruire? Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais tout ça, c'est du brick, du broc. Qu'est-ce qu'on veut? Quels sont les modèles urbains? Alors, c'est sûr que le renouvellement urbain est gouverné par l'idée qu'il faut que le tissu urbain respecte des normes techniques, esthétiques, que ce soit ordonné, régulier, planifié. En général, la rénovation urbaine vise la reconstruction sur des normes plus élevées. Bon, on l'a vu aussi dans le centre-ville de Beyrouth. Ou bien est-ce que on accepte que le tissu urbain commence peut-être de façon pas très ordonnée et ensuite s'améliore de façon incrémentale, peut-être avec le savoir-faire des habitants. En fait, je pense aussi que ça touche à la question de la culture et de la mémoire. C'est-à-dire que quand on rase un quartier pour reconstruire, ou bien quand on conserve finalement les quartiers qui existaient avant comme ils sont, dans les deux cas, aussi bien dans le cas de la reconstruction que dans le cas des quartiers informels, il y a quelque chose de la culture et de la mémoire. Alors, j'avais fait une série de photos avant le conflit, où je mettais en parallèle des photos de quartiers informels de Damas, et en face en fait, des très beaux espaces méditerranéens qui sont touristiques pour la plupart. Et ce que j'essayais de montrer, c'est que même si visuellement les bâtiments ne sont pas de bonne qualité, il faut les voir dans une perspective historique et de voir qu'en réalité, la façon dont les habitants construisent, en termes d'échelle déjà, de hauteur d'immeuble, de largeur de rue, de rythme de façade ou de volume de bâtiment, on est dans des formes urbaines qui sont très intéressantes et qui sont similaires à celles des plus beaux sites de la Méditerranée. Alors, à gauche, tout à l'heure, il y avait Boustan El Riz à Damas et Sidi Bou Saïd en Tunisie. Damas, à gauche, de nouveau, le quartier palestinien de Sbeine et Antibes en France. Boustan El Riz encore, qu'on a vu déjà tout à l'heure à Damas, à côté de Saint-Paul-de-Vence en France.
Yarmouk, qui a beaucoup fait parler de lui pendant la guerre, qui est aussi un quartier abritant les Palestiniens à Damas, et puis Rome, donc c'est aussi un quartier avec des immeubles assez hauts. Médecé 86, qui est un quartier pro-régime, lui, mais informel, mais avec des bâtiments très, très élevés, comme vous pouvez le constater, qu'on peut comparer à Barcelone net. Et puis, le Cassioun, hein, qui est aussi un type d'habitat qu'on peut mettre en parallèle avec Santorin. Pour conclure, moi je pense que parler de l'informalité pour la reconstruction de Damas, ça permet de voir et de mettre en évidence des choses que tout le monde voit sur le fait qu'on est sur de la reconstruction en temps de guerre et qui en fait ne privilégie qu'une seule partie de la population et pas celle qui s'opposait au régime. Mais ça permet aussi de montrer en fait comment est-ce qu'on considère la ville, comment est-ce que on désigne des groupes qui sont en fait autorisés ou non à être citadins ou citoyens, hein, le mot a la même étymologie. Et puis, je pense aussi que il faut dire qu'en fait, on sait pas non plus comment les choses vont évoluer, parce que voilà, on est à tenter. J'expliquais qu'on était toujours dans une dynamique historique. On est à tenter. En réalité, ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui en termes de reconstruction, donc on a vu il y a certaines zones avec la loi 2018, 10 de 2018 qui se mettent en place, mais en même temps, on a aussi des réparations. Et que si finalement ces réparations et ces réhabilitations n'ont pas lieu, il y aura quand même des gens à construire, à loger. C'est-à-dire que si on n'a pas, en plus de cela, des milliers, des dizaines de milliers de logements pour les personnes à bas revenus, et la population, elle s'est vraiment appauvrie pendant toute cette période, on aura de toute façon, en fait, de nouveau une explosion de l'informel. Donc je pense qu'actuellement, on est dans un discours sur l'urbanisme, les quartiers informels, qui est à un instant T, qui correspond à celui de la fin enfin la fin, en tout cas une période de reprise en main par le régime d'un certain nombre de territoires, et sa volonté par l'urbanisme de le mettre au service de son projet politique et urbain. Mais moi, je reste très interrogative, en fait, sur la faisabilité de cette planification et sur, en fait, ce qui va se passer. Enfin, peut-être que ça donne un petit peu de petite note positive. Eh bien, merci beaucoup Valérie pour ce très riche exposé que vous nous avez proposé, un tour d'horizon vraiment autour des habitats informels en Syrie. Merci vraiment du fond du cœur, parce que les conditions n'étaient pas forcément les meilleures. Nous espérons évidemment de pouvoir vous accueillir bientôt au CAREP pour éventuellement une table ronde et pour reprendre la discussion autour de ce sujet. Merci beaucoup. Avec plaisir. En effet, nous l'aurons compris, l'habitat informel reste aujourd'hui un sujet très préoccupant pour beaucoup de pays du Sud. L'explosion démographique et l'urbanisation galopante ne sont que deux facteurs qui expliquent l'augmentation du nombre de banlieues bidonvilles autour des grandes villes du Sud. Alors qu'il règne parfois une pauvreté considérable et des conditions sanitaires déplorables, les bidonvilles sont aussi des lieux de réinvention des liens sociaux et de véritables laboratoires d'innovation socioculturelle, écologique et politique. Pour aller plus loin sur ce sujet, le CAREP Paris vous conseille de lire l'ouvrage de Pierre-Robert Baduel, La ville et l'urbain dans le monde arabe et en Europe, acteurs, organisations et territoires, paru chez Maisonneuve et La Rose en 2014.
Le rapport sous la coordination de Pierre-Arnaud Bartel et Sylvie Jacquelin, intitulé « Quartier informel d'un monde arabe en transition, réflexions et perspectives pour l'action urbaine », paru chez l'ATS et l'Agence française pour le développement en 2013, ainsi que l'ouvrage d'Agnès Desboulets, intitulé « Repenser les quartiers précaires », paru chez les études de l'AFD en 2016, et l'ouvrage de Valérie Claire, intitulé « Les quartiers irréguliers de Beyrouth », paru chez IFPO Press en 2008. Ainsi s'achève donc le premier numéro de notre web-série sur les villes dans le monde arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas notre site internet carep-paris.org sur lequel vous retrouverez toutes les analyses de nos experts sur l'actualité dans le monde arabe. Prenez soin de vous et à très bientôt.